Nous allons parler aujourd'hui de l'état des pêches maritimes au Sénégal. Avant d'y aller, je voudrais remercier l'Université maritime mondiale, the World Maritime University, la République de Corée, l'Institut maritime coréen, la République de Ghana, qui nous a vraiment accueillis sur cette terre natale. Et donc, voilà, permettez-moi de rendre vraiment un vibrant hommage au Capfish Team qui n'ont pas ménagé d'efforts pendant ces dernières années à travailler sur l'implémentation des règles pour combattre IUU fishing, c'est-à-dire la pêche INN, de par les zones, mais globalement, partout dans le monde, comme vous avez pu le voir à travers les différents séminaires internationaux. Qu'allons-nous parler? Alors, dans un premier temps, nous allons introduire le sujet. Parler du poisson. En général, l'adage dit « le poisson nourrit son homme », mais il se fait rare. On va voir pourquoi il se fait rare. La pêche INN aujourd'hui est un des majeurs qui réduit et menace les communautés côtières. Nous allons tenter d'apporter des réponses et conclure par des recommandations. L'économie sénégalaise aujourd'hui est représentée par les domaines traditionnels que sont la pêche, le transport, le tourisme, mais elle est également représentée et composée de domaines émergents que sont la biotechnologie, comme vous pouvez le voir, la découverte the pointer is not working. I can't stick. Okay. Nous avons aujourd'hui une découverte de l'offshore pétrolier et gazier qui nous permet de développer notre économie bleue et en même temps, nous pouvons parler aujourd'hui d'énergie renouvelable, de biotechnologie, de l'aquaculture qui permettent à l'économie bleue sénégalaise de se développer. Le Sénégal est béni parce que tout simplement dispose d'un littoral de plus de 18 km de côte sur la façade atlantique, ce qui fait que le Sénégal est un pays stratégique. Nous avons une frontière avec le Cap-Vert, avec le Mali, avec la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et évidemment avec la Gambie, qui est un pays frère. Aujourd'hui, la pêche est un des secteurs qui contribue le plus dans l'économie bleue sénégalaise. Ce secteur pourvoyeur de devises représente 3,2% de notre PIB. Il est également un secteur qui crée de l'emploi. On parle de plus de 600 000 emplois créés directement et indirectement au niveau national. Qu'en est-il de la souveraineté alimentaire? Le poisson représente pour les Sénégalais plus de 79% de protéines animales. Nous consommons tous les jours du poisson. Les Sénégalais aiment le poisson et nous avons le meilleur plat national qui s'appelle le tchéboudienne. Une fois à Dakar, je vous invite à le manger si vous avez la possibilité de venir au Sénégal ou sinon n'importe où dans le monde, là où vous pouvez trouver un restaurant sénégalais, bien entendu. Ce n'est pas le jollof rice. Non, on a gagné ce concours-là. Ce n'est pas le jollof rice. Depuis 2021, le tchéboudienne est patrimoine commun de l'humanité. Le poisson nourrit son homme, évidemment. Cet adage est bien vrai. Au Sénégal, nous avons une production très importante de poissons. Comme vous pouvez le constater, nous avons une production annuelle d'environ
500 000 tonnes, et pour une valeur d'environ 300 milliards de francs CFA, ce qui est l'équivalent de 50 millions d'euros. Merci. Alors, nous avons deux secteurs qui sont extrêmement importants dans les pêches maritimes sénégalaises. On a le secteur de la pêche artisanale et le secteur de la pêche industrielle. Le secteur de la pêche artisanale est l'un des secteurs les plus importants, car regroupe 73% du volume de la production nationale. Comme vous pouvez le constater là, vous avez environ 340 000 tonnes, avec une valeur de 209 milliards, alors que la pêche industrielle tourne aux environs de 130 000 tonnes, avec une valeur de 109 milliards. Dans la pêche, nous avons dans la chaîne de valeur de la pêche au Sénégal, mis à part les activités de capture, de mareyage, de transport, une activité très importante qu'est la transformation. Elle peut être industrielle ou artisanale, mais généralement, elle est faite par les femmes. Et donc, 52 000 tonnes est annuellement utilisée pour la transformation, qui peut être exportée ou consommée localement. On a noté ces derniers temps, ces dernières années, surtout ces 2 dernières années, une baisse relative des exportations. On va en revenir par rapport aux autres slides. Alors, de ces pêches maritimes, ce qu'on peut noter, c'est que nous avons dans la pêche artisanale un parc piroguier de 24 000 unités. En ce qui concerne la pêche continentale, nous avons 5 000 pirogues. Ce que nous avons comme produits, et surtout dans la pêche artisanale, les produits halieutiques généralement récoltés et capturés vont directement soit par commerce dans le segment du mareyage, dans la transformation ou dans la consommation locale. Alors, la pêche industrielle, là aussi, on note une baisse des navires de pêche. Nous avons actuellement 157 navires licenciés, dont 25 étrangers. Mais juste par rapport aux navires sénégalais, 122 nationaux actifs et 9 étrangers. Rien qu'avec les 122 unités industrielles, nous avons une valeur de la production équivalente à 109 milliards, contre les 9 navires étrangers qui produisent 1 milliard de francs CFA par rapport à leur capture. On revient à ce que je disais tantôt par rapport à l'évolution des exportations. Comme vous pouvez le constater, en 2020, on était à 291 000 quantités de tonnes exportées au Sénégal, avec une valeur commerciale estimée à 250 milliards de francs CFA. 2021, on a une baisse. 2022, une seconde baisse. 2023, les choses se sont améliorées. 2024, une nouvelle baisse. Vous pouvez en déduire que, d'après ces baisses-là, on a un effort accru de la pêche, des activités de pêche, ce qui fait qu'en fait, la consommation locale, elle augmente et en même temps, elle baisse. Par contre, la baisse par rapport aux consommateurs étrangers est indiquée. On a moins de poissons pour l'étranger. Les destinations principales du poisson sénégalais sont l'Asie, les États-Unis, l'Europe. Et là, on se rend compte qu'il y a moins de poissons qui partent en Asie, en Europe. Et aussi, il y a une question cruciale qui s'est posée ces derniers temps. Ce sont le reniement des accords de pêche
avec l'Union européenne. Et là, ce que vous notez par contre, c'est par rapport aux baisses en termes de volume et de quantité des exportations, on a quand même en 2023 une part importante en termes de valeur commerciale estimée. Et là, on peut se dire que la loi de l'offre et de la demande est mise en jeu et en même temps, le poisson devient rare et devient très cher. Les Sénégalais ont commencé également à importer davantage de poissons ces dernières années parce que l'offre est insuffisante pour le consommateur local. On est passé de 34 000 tonnes en 2024 jusqu'à 24 000 tonnes avec moins de 10 000 tonnes en 2023. Alors, pourquoi le poisson se fait rare? Pourquoi il y a moins de poissons? Je pense qu'on a entendu depuis ce matin les problèmes qui sont liés au changement climatique, les problèmes liés au réchauffement climatique, à l'acidification des océans. Et ce problème-là fait fuir nos poissons qui ne bénéficient plus du phénomène de upwelling, de remontée d'eau froide, et la température augmentant, les poissons migrent. Le souci majeur que nous avons également est la surpêche. Nous pêchons trop et les stocks s'amenuisent. Les poissons n'ont pas le temps de se régénérer, de se reproduire, de grandir. La destruction des écosystèmes, des habitats marins et la pollution ainsi que les mauvaises pratiques de pêche. Des gens qui utilisent des outils qui ne sont pas très autorisés, on va parler des FAT, et également la demande accrue des produits halieutiques, de poissons à travers le monde, de par le monde, et la pêche INN. Alors, il y a juste une définition de la FAO pour que nous tombions tous d'accord sur la terminologie de la pêche INN. La pêche illicite, c'est celle qui est illégale, non autorisée pour les navires nationaux ou étrangers. La pêche non déclarée, là vous avez de la manipulation dans les chiffres, vous avez des mauvaises déclarations, et la pêche non réglementée, qui est faite généralement par des navires pirates ou dans des zones non autorisées également. Voilà. Quelles sont les infractions les plus récurrentes que nous notons? Je pense que ces types d'infractions sont des infractions communes à l'ensemble des pays qui sont aujourd'hui dans la sous-région. Généralement, c'est la pêche illégale dans des zones interdites, dans des aires marines protégées, par exemple. C'est l'utilisation d'engins prohibés comme les explosifs et aussi la capture de poissons juvéniles, les produits immatures. Je pense que nous rencontrons ces mêmes types de problèmes, de soucis dans la sous-région. Alors, qu'en est-il des effets? Il y a des impacts négatifs de la pêche INN. La connexion avec les autres crimes. Généralement, on parle de fraude documentaire qui est liée à l'activité de pêche INN. On va parler également d'autres activités connexes comme l'esclavage, la traite inhumaine, le blanchiment d'argent, la corruption, qui sont des crimes connectés ou en relation avec la pêche INN. La surexploitation, on en a parlé tantôt, et la baisse des revenus par rapport aux acteurs, l'irrespect des normes, quand les textes réglementaires ne sont pas respectés,
il y a également un effet choc par rapport aux institutions qui les ont ratifiées, qui les ont promulguées, et même de l'irrespect vis-à-vis de ces institutions. Alors, les moyens de lutte, comme vous le savez, nos pays sont généralement signataires des grands traités internationaux, ratifiés, donc promulgués, donc transposés dans le corpus juridique national. Et on a la Convention de Montego Bay de 82. On a le plan IPOA, le plan de lutte contre la pêche INN de la FAO, l'accord sur les stocks chevauchants et également le code au niveau national, le code de la pêche maritime et son décret d'application de 2015. Pour information, ce code-là est en cours de révision. À vos souhaits. God bless you. Alors, du cadre institutionnel maintenant qui permet de répondre aux infractions et surtout à la pêche INN au Sénégal. Nous avons différents ministères et différents acteurs qui luttent contre la pêche INN. La première des institutions qui est chargée des politiques et surtout de l'élaboration des mesures de lutte contre la pêche INN est la DPSP. C'est la Direction de la protection et de la surveillance des pêches. Mon collègue et binôme, M. Sherfal, qui est le chef de division des inspections et de contrôle, y travaille. Il pourra davantage nous parler de leur mission et attribution. Ils sont en charge de tout ce qui est système de suivi, de contrôle et de surveillance. La DPSP travaille avec les autres structures qui sont en charge de l'action de l'État en mer. Vous avez la DPM, la Direction des pêches maritimes, qui se charge des politiques maritimes des pêches, également de la collecte des statistiques. Les statistiques que j'ai données tantôt proviennent de cette direction des pêches maritimes et qui fait partie de notre ministère des pêches, des infrastructures portuaires et maritimes. L'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes, qui est l'administration maritime par excellence sénégalaise, donc qui a principalement les responsabilités de l'état du port, de l'état du pavillon, de l'état côtier et qui gère l'administration des gens de mer, des navires, des lois et politiques en tant qu'autorité maritime déléguée. Vous avez l'ENFEM aussi qui forme des marins. Nous avons aujourd'hui le directeur de l'École nationale de la formation maritime qui est présent, M. Abdoulaye Diouf, et le professeur Mwandao qui sont là et qui représentent cet institut qui est essentiel pour la bonne marche aujourd'hui de la formation, de l'éducation, de l'enseignement, de la recherche des capitaines, des marins, pour qu'ils soient responsables, car on parle d'approche écosystémique des pêches. Et pour ce faire, il faut un capital humain formé. Vous avez également, la direction des aires marines protégées, la DAMP, qui s'occupe des aires marines protégées. Le port autonome de Dakar, la marine nationale, qui est le bras armé et qui se bat et qui est notre garde-côte de National Coast Guard et qui surveille et qui patrouille partout au Sénégal au niveau des eaux maritimes. La DITP, qui est la direction des industries de transformation de la pêche, M. Diouf était également l'ancien directeur de la DITP avant de venir à l'École nationale de formation maritime. Alors, les principaux exercices d'activité ou activités que mène le système SCS au Sénégal sont les activités de patrouille classiques, maritimes, aériennes, la veille documentaire, avec le système de suivi des navires par VMS,
On vient d'avoir notre satellite, premier satellite au Sénégal. C'est une bénédiction. Vous pouvez applaudir, hein? Il n'y a pas beaucoup de pays africains qui ont des satellites. Nous en sommes très fiers. On n'a pas encore démarré un programme par rapport à la lutte contre la pêche INN, mais par contre, je pense qu'on va essayer de proposer des mesures, des protocoles pour voir comment intégrer la veille satellitaire, le suivi, la surveillance des eaux sénégalaises. On a également les missions classiques d'inspection, de débarquement par rapport à tout ce qui a été signé, règlement, traité international. Et là, on pense principalement à tout ce qui est AMREP, PSIME pour les anglophones, et l'application de ces mesures par les inspecteurs qui sont en charge de la surveillance des produits pêchés et des captures. Alors, quel est l'autre moyen de lutte que nous avons? C'est la coopération. Nous avons la coopération régionale, la coopération internationale. En ce qui concerne la coopération régionale, nous tous aujourd'hui dans la sous-région faisons partie de l'Afrique de l'Ouest, faisons partie de l'ECOWAS, faisons partie de l'Union africaine, faisons partie de la COMAFAT, faisons partie de la Commission sous-régionale des pêches. Et ces organisations régionales et des RFMO, ICAT, et ces organisations ont établi des normes, ont établi des textes réglementaires que nous obéissons, que nous mettons vraiment dans notre corpus juridique national et tentons de respecter pour lutter contre la pêche INN. Que peut-on dire par rapport à la coopération internationale? Alors, en ce qui concerne la coopération internationale, on ne peut omettre la FAO, qui est l'organisation phare et par excellence de tout ce qui est aujourd'hui agriculture et pêche. AMO, l'Organisation maritime internationale, qui s'occupe également des questions de pêche. On l'a vu ce matin avec le professeur Francis Nitz, qui a parlé de la convention de Cape Town, de Torremolinos, et aussi l'OIT, la MSC, la Convention sur le travail maritime, l'ICAT, on en a parlé tout à l'heure, le PNUD par rapport à l'agenda des Nations Unies de 2030, avec les ODD et surtout l'ODD 14 pour tout ce qui est en référence à Life Below Water, à la vie aquatique, et pour lutter également contre la faim, les objectifs aussi d'égalité et de genre qui sont dans les ODD pour transformer la vie des États d'ici 2030 vers un développement durable et inclusif. L'UNODC, qui permet également de lutter contre la pêche INN, Interpol bien évidemment, avec ses différents groupes de travail sur les crimes environnementaux et sécuritaires et qui établissent des MOU avec les États membres pour les aider efficacement à identifier les navires pirates et également à traiter tous les cas d'investigation de pêche INN. WMU, désolé pour le WMU, il n'y a que le MU qui se voit. The World Maritime University, KMI, the Korean Ministry of Ocean and Fisheries, qui sont aujourd'hui les instigateurs de ce CAPFISH Project, qui va nous permettre de créer un réseautage international et également d'appliquer les normes pour lutter contre la pêche INN, de former pour nous autres, nos étudiants, nos marins, comme je le disais tantôt, par rapport à l'école, faire également du benchmarking par rapport aux pays de la sous-région. Quelles sont les contraintes que nous avons? C'est l'insuffisance de coordination. Au niveau des administrations, il y a une certaine chasse gardée. On ne partage pas tout le temps toutes les informations. Les procédures manquent pour une aisance dans la synergie des actions. Et pour ce faire, il faudrait aller très fort dans la collaboration interservices.
l'insuffisance de moyens techniques, logistiques, navals, on en a encore besoin. Patrouiller des côtes, des mers, avec des aides extrêmement importantes, requiert des moyens financiers lourds. La coopération régionale reste limitée, un tout petit peu à l'image de la collaboration nationale. Et là, également, il y a un déficit des mesures d'appropriation. Tantôt, je parlais d'approche écosystémique par rapport aux pêches, par rapport à la cogestion. Il faudrait que toutes les communautés s'arrogent ces approches-là et les interprètent et travaillent de manière ferme pour leur application. Alors, les recommandations, il faut renforcer le cadre de concertation entre les différents services étatiques pour qu'il y ait cette synergie. Il faudrait également plus d'argent sur la table. Donc, un choix politique par nos autorités pour pouvoir disposer des moyens techniques et des équipements dont nous avons besoin pour surveiller nos eaux, et aussi un cadre, des procédures, une plateforme numérique pour l'ensemble des services, pour l'ensemble des acteurs, pour qu'ils puissent communiquer en temps réel des dangers, des risques par rapport à la pêche INN. Un dernier point, les femmes sont oubliées, elles sont invisibles. Je pense que Dr Ife va nous faire une présentation dans la semaine par rapport à ce thème-là. Mais nous avons plus de 70% de femmes qui travaillent chez nous au Sénégal dans le secteur de la pêche artisanale, mais elles ne sont pas reconnues. On veut aujourd'hui qu'il y ait un décret sur leur reconnaissance, sur la professionnalisation de leur métier en tant que femmes transformatrices, exerçant dans la chaîne de valeur de la pêche, et on espère y arriver. Alors, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que nous notons des infractions en baisse, et c'est une très bonne chose. Comment? Parce que nous avons de plus en plus une présence affirmée et renforcée de la Marine nationale au niveau des côtes sénégalaises. Nous avons 5 patrouilleurs. J'ai un collègue qui va parler du mode opérationnel et de toute cette partie de l'exercice de la Marine nationale, de leur travail avec la ASMA. Et cela, ça se sent. Nous avons moins de cas en justice. Ce que nous avons récemment, c'est que des cas transactionnels. Généralement, un pêcheur qui commet un acte de pêche illégale, qui va payer son amende et qui va négocier pour payer son amende. On n'a aucun cas qui est en justice à l'heure actuelle et nous en sommes fiers. Aussi, il faudra redéfinir les politiques de gestion, les politiques de cogestion, les politiques d'approche écosystémique des pêches. Et cela se fait dans la révision du Code de la pêche actuellement. On a augmenté également le montant des amendes. De 100 millions, les amendes passent à 500 millions, à 1 milliard pour des activités de pêche illégale par un navire étranger, pour les navires sénégalais également. Et aussi, il faut prioriser les moyens et les actions de lutte contre la pêche INN. Et ça, c'est de la volonté étatique. Ce sont les autorités qui doivent poser sur leur agenda des politiques, des termes clairs, des chronogrammes clairs pour la lutte contre la pêche INN. En dernier, la synergie, la collaboration, la coopération, co-construire. On ne fait rien jamais seul. La pêche INN, on l'a vu depuis ce matin, est un problème mondial. Il se traite par des solutions nationales, par des solutions internationales. Nous devons aujourd'hui être les pionniers de ce combat à travers la création d'un réseau ouest-africain. Nous tous qui sommes là aujourd'hui devons être les acteurs clés demain
de partage d'informations, de lutte contre la pêche INN, d'ambassadeurs contre la pêche INN, et d'avoir, comme on dit, cette notion de fish protection, cette notion de fish preservation, de fish culture et de lutte, surtout contre la pêche INN, pour nous aujourd'hui, pour nos enfants demain, pour les générations futures, parce que tout simplement, le poisson est notre richesse. Je vous remercie.